Bonsoir et bienvenue dans Crime Hebdo avec plus de témoignages, plus de révélations et des histoires inédites. Ce soir, Crime s'installe dans le nord-est de la France et plus précisément en Champagne-Ardenne. La région se caractérise principalement par sa campagne vallonnée, ses vignobles et ses villes fortifiées. Pourtant, les trois affaires criminelles dont je vais vous parler ce soir ont semé la terreur et l'angoisse dans la région. Voici Vent de panique en Champagne-Ardenne. À Troyes, Brigitte est à la tête d'une entreprise familiale dans laquelle travaillent ses deux fils, Daniel et Olivier. C'était une femme courageuse, travailleuse, qui était proche de ses enfants. Voilà, quelqu'un qui était prévenant sur ses enfants et qui était soucieux du devenir de ses enfants. Pourtant, l'entente entre les deux frères n'est plus au beau fixe depuis quelque temps. Daniel aurait même des attitudes pour le moins inquiétantes qui vont mener au drame. À un moment, il voit les stores de sa mère qui se ferment. Il tente d'appeler, le téléphone ne sonne pas, donc il se déplace et donc là, il trouve sa mère, le crâne défoncé, gisant dans le hall d'entrée du pavillon. À Trigny, dans la Marne, Hélène, 28 ans, est une passionnée d'équitation. Elle en a d'ailleurs fait son métier, puisqu'elle travaille dans un centre équestre. Un petit bout de femme qui fait autant de choses, j'en ai rarement vu. Elle est gentille, vraiment profondément gentille. Ça peut paraître cliché, mais c'était vrai. Mais le 22 mars 2017, alors qu'un de ses collègues commence sa journée de travail, il entend un appel à l'aide. Il découvre alors Hélène poignardée de plusieurs coups de couteau. Quand je suis arrivée, il y avait déjà les gendarmes, les pompiers, il y avait déjà un grand drap blanc qui cachait ma fille. Et puis après, au bout d'une demi-heure, ou je sais pas, le temps là était un peu suspendu, il y avait une atmosphère quand même particulière. Et ils sont venus me dire c'est fini. À Reims, Madeleine, 86 ans, est victime d'une violente agression chez elle. Une agression sexuelle assez difficile. C'est quand même une personne qui était en grande difficulté, une personne très âgée. Et puis ensuite, il y a une tentative de viol. Les enquêteurs prennent alors cette affaire très au sérieux. D'autant plus qu'ils découvrent que Madeleine ne serait pas la seule victime de cet individu. Il s'est trouvé que le même jour, mais cette fois vers 19h, une deuxième agression va être commise sur une autre malheureuse victime, âgée quant à elle de 81 ans. Il y a un mode opératoire qui les interpelle et qui les ramène à quelqu'un qu'ils ont dans leur fichier, qui est connu pour des infractions de nature sexuelle commises sur le même type de victime, avec à chaque fois des menaces de mort. Et pour commencer cette émission, nous allons à Troyes, commune de 66 000 habitants. À 70 ans, Brigitte règne en chef au sein de l'entreprise familiale créée il y a plusieurs années avec son défunt mari. Aujourd'hui, ce sont ses deux fils qui travaillent avec elle, Daniel et Olivier. Et si les frères s'entendent plutôt bien professionnellement, ils n'ont jamais réussi à créer un lien fraternel. Mais la vie de cette famille va virer au cauchemar le 28 janvier 2015. Olivier, qui habite en face de chez sa mère, s'inquiète. Brigitte ne répond pas à ses coups de fil. Il décide donc d'aller la voir. Et en entrant dans la maison, il va découvrir l'impensable. Sa mère est étendue au sol avec un crâne fracassé. Seul témoin de la scène, une webcam.
Olivier, il habite juste en face. Sa mère, Brigitte, il était très inquiet parce qu'il n'arrivait pas à joindre sa mère au téléphone. Il y va, il rentre par la porte de derrière. Et il voit le corps de sa mère dans l'entrée, baignant dans le sang, avec le crâne fracassé. Il appelle les services de police. C'est une situation qui est incontestablement plus que tragique. Plus que tragique, et pour les policiers, ça a dû être un choc aussi émotionnel d'être face, même s'ils sont expérimentés. On a la mère qu'on retrouve allongée dans le hall d'entrée. On a beaucoup de sang. On retrouve après des linges, des chemises, des affaires qui ont été utilisées pour nettoyer les traces de sang. Il y a du sang sur la prise de téléphone. Ils s'aperçoivent aussi que dans le sèche-linge, il y a eu des vêtements conservés pour essayer d'éponger le sang. Tous ces éléments vont être saisis et aussi la webcam, effectivement, parce que c'est le frère qui va dire mais j'ai installé une webcam il y a quelque temps et qui se trouve là, on va la saisir. Il n'apparaît pas que le reste de la maison ait été fouillé, il n'apparaît pas que des objets aient disparu, sinon que l'arme du crime. Par ailleurs, juste à la sortie du pavillon, on a la voiture de la mère, de la victime, dans lequel on va retrouver son sac avec des chiffons imbibés de sang et un marteau. À 70 ans, Brigitte est encore à la tête de l'entreprise familiale, spécialisée dans la fabrication d'enceintes haut de gamme. Aussi bien sur le plan professionnel que dans sa vie privée, elle s'est toujours illustrée pour son abnégation naturelle. Brigitte est une petite femme, énergique, ayant beaucoup de caractère, s'étant beaucoup dévouée aux autres, puisqu'elle avait été infirmière et qu'elle avait eu un parcours professionnel exemplaire. C'était une femme profondément attachée à son mari, qui a été marqué par son décès, mais qui en même temps a eu l'énergie de ne pas laisser couler l'entreprise, de la reprendre, d'en prendre la direction et de faire en sorte que celle-ci, avec la présence de ses fils, puisse continuer à prospérer. Brigitte, elle a eu 2 enfants, donc elle a eu Daniel et Olivier. C'était une femme courageuse, travailleuse, qui était proche de ses enfants. Voilà, quelqu'un qui était prévenante sur ses enfants et qui était soucieux du devenir de ses enfants. Si Daniel et Olivier travaillent ensemble au sein de l'entreprise familiale, ils ont des vies très différentes. Il n'a jamais eu de relation fraternelle et c'est toujours une question de rivalité. Ils ne sont jamais sortis ensemble, alors qu'ils avaient un écart d'âge qui leur permettait d'avoir des fréquentations identiques. Ils n'ont jamais partagé les mêmes distractions, les mêmes amis. Très jeune, il y a ce déchirement entre les deux. Et on ne connaît pas la cause de ce déchirement. Elle reçoit ses 2 fils, mais séparément. Sinon, il y a des tensions. Elle a des rapports avec les deux et elle essaye de canaliser. Malgré ses efforts, Brigitte est très soucieuse du comportement de Daniel, son fils aîné, qui occupe un poste de commercial dans l'entreprise. Il commence à accumuler des dettes. Il vole également du matériel au sein de l'entreprise. Il reçoit des commandes et il ne sert pas les clients et garde l'argent. Donc ça commence à inquiéter son frère et sa mère qui dirigent l'entreprise. Daniel emprunte auprès de toutes les personnes qu'il peut rencontrer et qui ont un certain apitoiement à son égard.
Les employés se sont rendus compte qu'il y avait un harcèlement financier permanent de la part de Daniel, qui demandait des sommes d'argent, qu'il parfois prenait des chèques qu'il endossait, et qu'il y avait un comportement tout à fait déplacé, pour le moins, de la part de Daniel. Très inquiets par ces signalements, Olivier et sa mère se rendent au commissariat. Et selon eux, l'homme de 45 ans n'harcèle pas seulement ses collègues et les clients de l'entreprise. Il fait des petits mots voisins en disant c'est Daniel, est-ce que vous pourrez me prêter 100 €? Et en échange, je vous propose tel service, tel service. En échange, je vous vends une chaîne IFI. En échange, je vous vends mon meuble. En échange, je vous vends ma télé. Et devant les policiers, mère et fils vont relater d'autres événements encore plus graves. Lorsque Olivier parle de Daniel, il décrit simplement cette fuite en avant, ces situations financières de dépendance et d'impécuniosité qui est la sienne, les cambriolages dont il a été victime. Il prend tout ce qui vient et il le vend. Il bazarde les choses, comme il vend tout ce qu'il a chez lui. Il n'y a plus rien. Et on a quelqu'un qui se dépouille totalement et qui dépouille les autres pour avoir des liquidités. En plus de ces cambriolages, Daniel a même agressé physiquement sa propre mère. Brigitte, incontestablement, est confrontée à une personne qui a un comportement pour le moins déroutant, à la fois sur le plan financier, à la fois par rapport à des exigences financières, mais surtout, elle se retrouve agressée par lui lors d'une rencontre au domicile de Daniel, où celui-ci la frappe avec un chandelier. Donc c'est une situation qui a pour le moins été inquiétante pour elle. Je pense que dans certains milieux, porter plainte, ça ne se fait pas. On ne veut pas que les personnes qui ont des personnalités dans des petites villes soient marquées du sceau de la famille. Et on n'a pas envie que les tiers le savent. Donc, on rechigne à porter plainte. Les semaines et les mois passent. Daniel continue ses agissements. Et cela jusqu'au 28 janvier 2016. Ce jour-là, Brigitte invite Daniel chez elle pour avoir une énième discussion avec lui. Et elle prévient son fils, Olivier, de sa démarche. On est vers 18h45, je crois. Il voit que son frère arrive et il n'est pas très rassuré, Olivier, parce qu'avec l'heure tardive, il a essayé de joindre sa mère et elle ne répondait pas. À un moment, il voit les stores de sa mère qui se ferment. Il tente d'appeler, le téléphone ne sonne pas, donc il se déplace et donc là, il découvre sa mère, le crâne défoncé, gisant dans le hall d'entrée du pavillon. Il voit sa mère gisant et son frère qui est parti. C'est clair que son frère apparaît très suspect. Il appelle la police, il signale qu'il a trouvé sa mère dans son couloir sanguinolente et il dit que son frère, il a vu fuir son frère. Donc la police fait une recherche aux alentours pour le retrouver. Donc il est à pied puisqu'il n'a plus de voiture et on le trouve très vite. Quand Daniel se fait arrêter, on trouve du sang sur sa chemise, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il est un peu hagard, il erre un peu. Il est mis en garde à vue. On lui explique plus ou moins qu'il est soupçonné du meurtre de sa mère. Lui, il nie complètement les faits. C'est pas moi. Avant d'entendre leur suspect sous le régime de la garde à vue, les policiers réalisent sur lui une enquête de personnalité. Après une enfance et une adolescence des plus classiques, Daniel se marie et devient commercial dans l'entreprise familiale. C'est une période assez heureuse, je veux dire, pour Daniel. Il partait le lundi, il revenait vendredi, et voilà, il était VRP, il roulait beaucoup, il allait sur les routes. Mais avec les années,
Daniel s'engouffre peu à peu dans une spirale infernale. En fait, on a une accumulation de causes qui l'amène, je pense, dans cette situation. On a d'abord ses problèmes de couple et son infertilité. Après, on a son divorce avec des dettes importantes qui ont été constituées parce que lui-même et son épouse étaient dépensiers. Et par ailleurs, le dernier phénomène, c'est la mort du père. Et là, il va sombrer. Daniel a alors 41 ans en 2012. Traumatisé par le décès de son père, il va se renfermer sur lui-même et prendre encore plus de distance avec sa mère et son frère. Il se retrouve seul et il a l'impression que sa famille, c'est-à-dire son frère et sa mère, se liguent contre lui parce que son frère et sa mère s'aperçoivent qu'en fin de compte les choses ne vont pas du tout, lui font peut-être des reproches, lui pense que c'est en fin de compte des réprimandes injustifiées, que c'est en fin de compte pour le spolier de l'héritage de son père, peut-être, de profiter des gains de l'entreprise, etc., etc. Donc il va trouver que son frère, qu'il n'aime pas, on va dire, et sa mère sont des ennemis qui sont en train de le détruire. C'est à ce moment-là qu'il va lire le Coran, il va après s'inscrire dans une démarche de conversion, comme le ferait quelqu'un qui veut se convertir. Il va faire la prière 5 fois par jour. Progressivement, ses biens ont disparu. Il n'a plus l'électricité, il n'a plus l'eau, on lui a coupé. Il se retrouve dans un appartement sans meubles. C'est le dépouillement total. Pour lire ce qui lui reste, le Coran, il utilise une bougie. On a quelqu'un qui est en grande précarité, qui a maigri d'une manière très importante aussi, qui a perdu plus de 10 kilos, 10-20 kilos. Et ça ne peut qu'inquiéter son entourage. Sa famille va être encore plus tourmentée lorsqu'elle apprend que Daniel est en contact avec un marabout, un certain Yannick, âgé de 27 ans. Un de ses amis lui dit qu'il connaît un marabout qui pourrait peut-être trouver le moyen qu'il ait des enfants. Ce marabout va l'accueillir, ils vont partager des repas, ils vont nouer des liens d'amitié. Cette démarche va s'accompagner vers aussi un intérêt marqué pour la religion du marabout, qui est l'islam, et il va s'y intéresser. Il imagine que par les pouvoirs qui sont ceux de Yannick, il va pouvoir avoir une influence sur le monde et sur sa propre réussite. Et que tout ce qui ne va pas est lié à ce qu'un mauvais sort lui a été jeté et qu'on pourra enlever ce mauvais sort. La famille soupçonne Daniel d'être sous l'emprise de marabout et qu'ils abusent de lui, de sa confiance, de sa gentillesse et qu'ils sont aperçus qu'il y a de plus en plus de besoin d'argent à la fois pour réunir des prestations de marabout. Il avait l'habitude de voler pour justement avoir de l'argent et l'envoyer au marabout pour que le marabout fasse des prières pour lui et conjure les mauvais sorts. Selon Olivier, leur mère a alors pris une mesure radicale en 2015 pour mettre un terme à l'engrenage de Daniel. Il est passé sous le régime de curatelle renforcée sur la demande de la mère en raison de sa situation financière et de ses écarts de comportement, en particulier sur le plan financier. Fort de ces informations, les enquêteurs troyens débutent l'interrogatoire de leur suspect. Daniel explique qu'il était bien chez sa mère ce 28 janvier. Tandis qu'il discutait de son licenciement, Brigitte serait tout à coup entrée dans une rage folle.
Ce n'est pas lui l'agresseur, il n'a fait que se défendre. C'est sa mère qui a été amenée à l'agresser. Elle se serait saisie d'un marteau caché sous un coussin qu'elle a essayé de lui porter un coup. Il explique qu'elle est tombée sur un radiateur. Daniel poursuit ensuite. Quand il a vu que la mère est tombée, qu'elle était consciente, il a un peu paniqué pour pas qu'on soit dérangé. Il a fermé les volets, il a débranché le téléphone il a essayé d'éponger un peu. Daniel l'assure, la mort de sa mère est accidentelle. Et s'il a nettoyé les lieux et disparu sans appeler les secours, c'est simplement parce qu'il a pris peur. Mais cette version va être mise à mal par les conclusions du médecin légiste. La victime présente des traces aux avant-bras qui s'analysent toujours comme des traces de défense. Manifestement, elle a essayé de se défendre des coups qu'elle a reçus à la tête. C'est une scène très violente. L'autopsie décèlera au moins 9 coups d'un objet contondant du type marteau. Quand on s'acharne sur quelqu'un, on ne s'acharne plus sur une personne, on s'acharne sur un objet. C'est l'objet détesté. Et la mère disparaît totalement de cette symbolique-là, à tel point qu'il va dire « c'est pas moi qui l'ai tué ». Dans l'espoir de pousser Daniel dans ses retranchements, les enquêteurs analysent les images de la webcam saisie dans le salon de Brigitte. Cette caméra se met en marche dès qu'il y a du mouvement dans son champ d'action. On ne la voit pas en train d'agresser son fils, on ne voit pas le fils en train d'agresser sa mère, mais on entend Daniel être amené à fournir un certain nombre d'indications au téléphone concernant la scène. Avec qui Daniel pouvait-il alors communiquer à ce moment-là? On n'a pas retrouvé le téléphone qu'il utilisait, mais en revanche, comme on avait le numéro, on a des fadettes, donc ce qui permet de savoir les numéros à appeler et la durée des appels. Et pendant toute une partie des faits, donc du moment où il était avec sa maman, on a la preuve qu'il était en communication avec le marabout. Et après, un nouvel appel au marabout, quelques minutes après être sorti de la maison et avoir fui devant son frère. En plus de leurs appels téléphoniques, les deux hommes ont également échangé ce jour-là pas moins de 57 SMS. Le contenu de certains de ces messages est d'ailleurs très inquiétant. Daniel réfléchit un peu, soit tu élimines le frère, soit tu es foutu. Va trouver une masse, ça coûte 10 €, puis il faut le faire, il n'y a pas le choix. Je sais Daniel a peur, mais Daniel ne sera pas seul. Et puis le même jour, peu de temps avant le crime, on va changer la mère, mettre une autre femme avec 100% de confiance en Daniel. On a un SMS où Yannick dit à Daniel qu'il donne un process, un mode opératoire. Voilà, il lui dit clairement, il dit tu prends un marteau, tu tapes sur le front, ta mère va être évanouie. En s'intéressant au jeune marabout de 27 ans, les policiers troyens découvrent que l'homme n'a absolument pas le profil d'un criminel. Son père est marabout, il fait des allers-retours régulièrement au Sénégal et sa mère est au foyer et n'a pas d'activité professionnelle. On a quelqu'un qui est dans une famille où il y a plusieurs enfants, ils sont 6. Un garçon qui manque pas d'intelligence, qui a fait des études assez avancées, il a voulu devenir avocat. C'est un jeune de bonne famille, sans histoire. Il a été aux États-Unis parce qu'il voulait faire du drift, il voulait être agent de joueur. Au moment où on le recherche, il est aux États-Unis. C'est un pays avec lequel on a une convention d'extradition, mais ça s'inscrit dans le temps. Et on a bénéficié du fait que l'intéressé était en situation irrégulière. Et donc les Américains voulaient faire ce qu'on pourrait dire une reconduite à la frontière. Donc il a été reconduit à la frontière, ce qui a permis de l'arrêter quand il est arrivé en France à la sortie de l'avion.
conteste tout à fait avoir incité Daniel à commettre les faits. Il conteste avoir manipulé Daniel d'une façon quelconque, mais bon, il joue l'innocent. Si Yannick reconnaît avoir reçu de l'argent de Daniel pour réaliser des prières, il nie lui avoir téléphoné ou envoyé des SMS le jour des faits. Il va avoir toujours la même version qui est c'est pas moi qui ai envoyé les SMS, c'est un autre marabout et moi je n'étais qu'un intermédiaire. Il donne un nom bidon, il peut pas donner plus d'explications sur lui. C'est pas lui qui a envoyé les messages, il est pas du tout au courant. Il n'est pas du tout l'instigateur en fait du décès de la mère de son ami. Expertisé par des psychiatres, Daniel est déclaré pénalement responsable et ne présente aucune pathologie mentale. Pour le docteur Patrick Ourdet, les SMS du marabout ont joué un rôle considérable dans ce drame. En disant qu'avec un coup de marteau sur la tête de sa mère, ça va changer sa mère, etc., etc. On va faire entrer dans le crâne de la mère que son fils est bien, que c'est lui qui est le meilleur fils. Le problème, c'est que Daniel va prendre ça au premier degré et va faire entrer un coup de marteau dans la tête de sa mère qui va conduire au meurtre. Le 31 juillet 2018, Daniel et Yannick sont respectivement renvoyés devant le tribunal pour meurtre sur ascendant et complicité de meurtre. Sur le banc des parties civiles, à quelques mètres de Yannick et de Daniel, se tient Olivier, un homme complètement dévasté. Le procès, c'est une attente de vérité, parce que perdre sa mère, c'est déjà très lourd pour un fils, mais la perdre parce qu'il a été tué par son frère est quelque chose qu'on peut difficilement imaginer. Il aimerait pouvoir tourner la page. Il aimerait pouvoir passer à autre chose. Le procès a beaucoup quand même tourné au début sur le fils de la victime. C'est lui qui est le principal accusé, c'est l'auteur des faits. Hein. Lui est aminci, semble fatigué, parfois je dirais un petit peu ailleurs, et reste toujours sur sa ligne de défense. On voit bien qu'il vieillit, on voit bien qu'il y a une difficulté à se concentrer. À un moment donné, il est interrogé, il vacille, à quelques minutes près, il peut tomber dans les vapes, quoi. Le pseudo-marabout, lui, il a une attitude qui est celle qu'il devait aussi avoir aux assises, le plus effacé possible. Le mieux, c'est qu'on l'oublie. Et il répond aussi tout à fait posément, aucun signe d'agressivité. On a quelqu'un qui est tout à fait adapté aux assises. Et donc, on a deux personnes qui étaient assises l'une à côté de l'autre, qui ne se sont jamais regardées. Tout au long du procès, les témoins se succèdent à la barre. Sur l'écran, installé pour l'occasion, sont diffusées les pièces à conviction, et notamment les images de la webcam. Il y a un moment qui est vraiment très émouvant dans le procès. C'est que lorsqu'on entend Olivier hurler sa douleur parce qu'il voit sa mère baignant dans le sang. C'est une image qui restera inscrite d'une façon permanente dans l'esprit d'Olivier. Daniel est condamné à 20 ans pour le meurtre de Brigitte, de sa mère Brigitte. Et Yannick, pour complicité, il est condamné à la peine de 18 ans. Les deux hommes font immédiatement appel de cette décision. Et 18 mois plus tard, un nouveau procès s'ouvre à Charleville-Mézières. Comme lors de la première audience, les débats s'articulent principalement sur l'influence qu'a pu avoir le marabout sur Daniel. J'ai toujours pensé qu'il était sous emprise,
qu'il croit réellement qu'il allait changer sa mère en lui portant un coup. Que peut-être il a porté des coups au-delà de ce qu'il voulait parce qu'il s'est pris un peu au jeu puis s'est débattu. Mais sinon, je pense qu'il croit vraiment au pouvoir des forces occultes, de la magie. Les experts qui ont vu Daniel, d'ailleurs, étaient assez partagés. Il y en a qui disaient qu'il était quasiment normal, l'autre, il était complètement psychotique. Moi, je pense qu'il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il a une possibilité d'organisation malgré sa psychose. Moi, j'ai requis 20 ans contre le fils qui a porté les coups de marteau et 30 ans contre l'instigateur. Pourquoi ? Parce que j'estime que le fils était totalement sous l'emprise du pseudo-marabout et que c'était quasiment une marionnette. Et c'est le manipulateur de marionnette qui doit être plus sanctionné que la pauvre marionnette. Le 12 juin 2020, la peine de Daniel est maintenue à 20 ans. Yannick, quant à lui, est condamné à 15 ans de prison. Olivier est un homme courageux. C'est un homme d'une grande stabilité affective. Mais dire qu'il va bien, ce serait mentir. L'émotion est encore trop forte. Et elle restera forte. Un matricide est quelque chose qui n'est pas fréquent. Il y a une fêlure. Mais bon, vous savez, un vase peut être ébréché, peut être fendu, mais on peut y mettre encore des fleurs. De retour sur le plateau de Crime qui ce soir est donc installé en Champagne-Ardenne et nous partons à présent à Trigny. C'est une petite bourgade bucolique de 540 habitants. Hélène, 28 ans, n'a qu'une passion dans la vie, les chevaux, au point qu'elle décide d'en faire son métier. Son monitorant en poche, elle est embauchée dans un centre équestre et c'est ici qu'elle rencontre en 2013 Yannick, un cavalier. Il a 17 ans de plus qu'elle et il est pompier volontaire. Le couple semble heureux et amoureux. Pourtant, après 2 ans d'idylle, Hélène souhaite reprendre sa vie de célibataire. Mais elle est loin de se douter qu'en prenant cette décision, elle signe son arrêt de mort. Ce soir, pour Crime, Annick, la maman d'Hélène, a accepté de nous raconter ce drame qui l'a marqué à vie. Hélène arrive au centre équestre, elle gare sa voiture et elle commence à s'occuper de ses chevaux. Le palefrenier qui arrive également, lui, en scooter, aperçoit Hélène et est sur le point d'entreprendre ses activités également. J'ai garé tranquillement mon scooter, me déshabillé, casque, gants. Et il aperçoit au loin Yannick qui arrive à pied. Cela ne lui semble pas anormal, puisqu'il l'a côtoyé et il l'a croisé très régulièrement. Et elle doit tourner, Hélène m'a appelé au secours. Je me suis retourné, j'ai tout balancé. J'ai couru. Yannick est en train de porter des coups à Hélène. Donc il se précipite sur lui. Il les sépare, il est bousculé, il tombe à terre et Yannick, à ce moment-là, s'enfuit. Je me suis occupé d'Hélène jusqu'au bout. Je l'avais dans les bras, j'ai appelé les pompiers, la gendarmerie, la maman. Je décroche et Lionel me dit Hélène s'est fait agresser par Yannick. Il était en état de panique et je lui dis Lionel, j'arrive tout de suite. Je n'ai pas du tout pensé au pire. Enfin, mon conscient n'a pas voulu penser au pire.
Originaire de Reims, Hélène, 28 ans, est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Tous ses proches la décrivent comme une jeune femme déterminée qui réussit tout ce qu'elle entreprend, excepté dans sa vie privée. C'est quelqu'un qui aimait la vie, toujours souriante, vraiment toujours. Une force de la nature, parce qu'un petit bout de femme qui fait autant de choses, j'en ai rarement vu. Elle est gentille, vraiment profondément gentille. Ça peut paraître cliché, mais c'était vrai. Mais elle n'a pas eu de chance dans ses relations amoureuses. Elle a eu des relations très fortes, elle a été très amoureuse et bon, elle s'est fait larguer plusieurs fois. Et voilà, sa vie amoureuse n'a pas été facile. Malheureuse en amour, la jeune femme préfère se concentrer sur sa carrière, auprès des chevaux. Hélène a passé un monitorat pour devenir monitrice d'équitation. C'était sa passion. Et suite à ça, elle a été embauchée donc, dans le centre équestre de Rethel. Donc elle a voulu se faire une expérience professionnelle. Et ben, voilà, elle a rencontré Yannick, un élève du centre équestre, un cavalier du centre équestre qui avait 17 ans de plus qu'elle. Et bon, qui a séduit la jeune monitrice. Et voilà, elle a commencé une relation avec ce monsieur en décembre 2013. Yannick, c'est quelqu'un de sympathique. C'est quelqu'un de bien poli. C'est quelqu'un d'aimable. C'est quelqu'un qui n'essaie pas de vous mentir ou de vous retourner la situation ou de se présenter à son avantage. Il se présente tel qu'il est. Il a toujours travaillé, hein, c'est quelqu'un d'assez courageux, il a travaillé dans des entreprises, ensuite il a été marié, il a divorcé, il est devenu sapeur-pompier volontaire, enfin, il est tout sauf un délinquant. Elle m'a présenté Yannick et ils sont venus manger quelques fois à la maison. La première impression qu'on a eue de Yannick était bonne. Il était plutôt sympathique, on le trouvait même drôle. Et puis Hélène semblait bien, donc à partir du moment où elle était heureuse, ça nous allait. Donc c'est une relation qui au début avait plutôt bien démarré, ce personnage était gentil, pouvait avoir de l'humour, donc voilà. Et comme Hélène sortait d'un gros chagrin, d'une grosse déception amoureuse, on s'est dit, bon ben voilà, c'est un petit peu une relation pansement qui va l'aider à rebondir dans la vie. Hélène et Yannick ont une relation amoureuse qui va durer très peu de temps puisque Hélène, au bout de quelque temps, se rendra compte qu'elle ne souhaite pas poursuivre cette relation. Et elle va lui indiquer, donc lui faire part de son intention de rompre. Et à ce moment-là, Yannick va faire ce qu'on va qualifier, ce qui s'est avéré exact, une pseudo-tentative de suicide. Ça a été assez violent. Il a fini par sortir un petit couteau qui s'est mis sur le cou comme s'il allait se trancher la gorge en regardant ma fille droit dans les yeux. Et à partir de cet événement, il va avoir une emprise psychologique absolument importante sur Hélène parce qu'il va la terroriser. Non pas qu'Hélène, dans un premier temps, ait eu peur de lui, mais elle avait peur que lui-même porte atteinte à sa vie, se suicide. Et on va avoir une relation qui est très singulière puisqu'il va la tenir ainsi. Hélène me disait, j'ose pas le quitter parce que si je le quitte et qu'il se suicide, je vais m'en vouloir, je vais me sentir responsable. Ça s'est fait petit à petit, de façon assez insidieuse. Mais voilà, il y a eu une emprise psychologique qui s'est mise en place et Hélène était un peu coincée dans cette relation. Et en fait, ça a été 3 ans émaillés de ruptures, de remises ensemble, de re-ruptures. Enfin, c'était pas vraiment ce qu'on peut appeler une belle relation, c'était pas une relation saine. Hélène nous racontait beaucoup de choses à mon conjoint et moi. On faisait beaucoup de soirées, on sortait. Et puis un jour, elle nous a expliqué que
que Yannick lui faisait du chantage. Donc c'était en 2016. Il lui faisait du chantage par rapport à plein de choses, mais notamment le fait que si elle ne se remettait pas avec lui en couple, il ferait en sorte de détruire son projet. Parce qu'elle avait un super projet, c'était d'ouvrir un centre équestre avec sa maman. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il ne cesse de l'espionner, de savoir où elle va, parce que lui est persuadé qu'elle entretient une relation avec quelqu'un d'autre. Ensemble ou séparés, Yannick se permettait de suivre Hélène pour voir où elle se rendait. Si c'était chez des amis, parfois il lui envoyait un message pour savoir où elle était, et il allait vérifier sans lui dire. Donc elle a décidé, malgré le fait qu'on lui ait dit que c'était pas du tout une bonne idée, de rester avec Yannick. Elle nous a précisé que le jour où il la quitterait, elle serait enfin tranquille. Donc elle a commencé à prendre ses distances avec lui, en espérant qu'un jour il la quitte. Il s'est lassé de voir qu'Hélène ne s'investissait pas du tout dans leur couple, et puis lui, il n'était pas très présent non plus. Donc ils ont décidé, il a pris les devants, il dit bon, on arrête, et évidemment elle était d'accord, donc la relation s'est arrêtée. Mais le bonheur sera de courte durée. Le 5 mars 2017, soit 2 semaines avant le drame, Hélène pousse les portes de la gendarmerie de Gueux. Accompagnée d'une amie, Hélène se présente pour déposer plainte à l'encontre de son compagnon. Yannick avait eu des comportements pour le moins singuliers. Elle a commencé vraiment à prendre conscience que ça allait trop loin, que la situation était bien trop compliquée. Elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose, ou qu'elle voulait plus rester chez elle. Dans les bureaux de la gendarmerie de Gueux, Hélène raconte que par 2 fois, Yannick, son ex-compagnon, est entré chez elle sans son autorisation. La première intrusion s'est produite il y a seulement 4 jours. Un soir, elle a invité une amie à elle à rentrer chez elle pour prendre l'apéritif et discuter. Et puis donc elles sont restées plusieurs heures à papoter toutes les deux. Et quand son amie est partie, donc Hélène l'a raccompagnée. Et en revenant, Hélène a fermé sa porte d'entrée. Et quand elle s'est retournée, Yannick était là. Il était rentré dans la maison qui n'était pas fermée à clé, il s'était caché dans une chambre, et il est resté 4 heures caché dans la chambre à écouter leur conversation. Donc elle m'a expliqué que forcément elle avait eu très peur, qu'il lui avait pris son téléphone portable pour vérifier ses SMS, ses appels. Elle a réussi quand même, de ce qu'elle m'a dit, à le calmer. Et puis il lui a fait promettre de rien dire à personne et qu'il ne reviendrait plus. Si Hélène est encore ébranlée par cette intrusion, le gendarme qui la reçoit ne va pas prendre son parti. Il a dit, bah oui, mais mademoiselle, vous n'aviez pas fermé à clé, donc en gros, c'est de votre faute. Donc il n'a pas noté dans sa déposition cette première effraction. Déconcertée par la réaction du gendarme, Hélène livre tout de même la suite de son témoignage. Elle raconte que Yannick a réitéré 2 jours plus tard, et cela malgré sa promesse. Hélène était tranquillement dans son canapé, en train de regarder la télé et d'être sur son téléphone après une journée de travail. Et Yannick s'est introduit chez elle en brisant un carreau, enfin une vitre, derrière le canapé. Donc il y avait apparemment du verre partout. Hélène était bien sûr terrorisée. Il est rentré, je sais pas, vers 10-11 heures du soir, en passant à travers la fenêtre, en se précipitant sur Hélène qui était sur son canapé. Il lui a pris son portable, il voulait vérifier avec qui elle conversait, et il était persuadé qu'elle avait un autre copain, etc. Une fois encore, Hélène parvient à le raisonner et à lui faire quitter les lieux. Mais la jeune femme de 28 ans est persuadée que son ex-compagnon peut revenir d'un jour à l'autre. Les gendarmes ont plaisanté en disant bah oui, il est pompier bénévole depuis 25 ans, donc il sait comment on rentre dans un logement sans passer par la porte, quoi. Enfin, il lui a dit bah, de toute façon il connaissait les lieux, c'est votre ex, bah, c'est pas grave, quoi. Voilà. Et après, donc, bon, par contre, la vitre cassée, ça oui, effectivement, il a bien été obligé de prendre la plainte pour ça, mais
Et ils ont pris ça comme une querelle d'amoureux, bon, bah, ça va s'arranger, on va le convoquer, on va lui faire la morale, il aura peut-être un rappel à la loi. Elle a senti que la gendarmerie n'allait rien faire pour elle. Et elle a même regretté d'avoir été à la gendarmerie. Ils n'ont pas écouté ce qu'Hélène avait à dire. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Et surtout, Hélène s'est sentie même pas protégée. Ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'on est considéré, de par les autorités, que ces plaintes ne pouvaient pas donner lieu à poursuite. Alors que manifestement, il s'agissait d'actes graves, puisqu'il n'était pas concubin, ça n'était pas son domicile, et que se comportant de la sorte, il y avait notamment une violation de domicile. Mais le gendarme, qui a enregistré la plainte d'Hélène, va simplement convoquer Yannick pour lui faire un rappel à la loi 6 jours plus tard. Il a quelqu'un de poli, qui n'a pas de casier judiciaire, qui est aimable, qui est amoureux, qui est un amoureux transi, qui ne comprend pas la séparation, qui s'est mal comporté, qui fait son mea culpa. Parce que le côté sympathique de Yannick, le côté sans casier judiciaire, etc., le gendarme le voit aussi. Et il promet la main sur le cœur qu'il arrêtera et que tout va s'arrêter et que la rupture va être consommée. Suite à la plainte d'Hélène, Yannick ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Il est seulement tenu de rembourser le carreau cassé. Annick, effectivement, reçoit un appel téléphonique de sa fille qui est en panique parce que Yannick s'est présenté le soir au centre équestre. Et de nouveau, il se comporte de façon extrêmement menaçante. L'appel terminé, Annick décide de rejoindre au plus vite sa fille, qui s'est réfugiée chez elle. Je n'avais jamais vu le visage d'Hélène avec cette expression de terreur. Et elle m'a parlé, elle était prostrée dans sa cuisine et en parlant tout bas, elle m'a dit « Viens maman, on va chez toi, je vais t'expliquer ». Elle m'a expliqué, il est revenu en faisant attention que personne ne le voit. Il voulait reprendre une relation, j'ai réussi à le faire partir, c'est bon, il est reparti. Je suis sûre qu'il est encore autour et qu'il nous écoute. Il est 22h, ce 21 mars, lorsqu'Annick décide d'alerter de toute urgence la gendarmerie de Gueux. J'ai rappelé qu'on avait déjà porté plainte 15 jours avant. C'était pas la première agression qu'elle subissait de cet homme-là, et là que ça devenait vraiment inquiétant et qu'il fallait vraiment qu'il fasse quelque chose. Et il m'a répondu, bah écoutez, là ce soir elle est chez vous, il ne craint rien. Demain matin, retournez à la gendarmerie, à Gueux, là où vous aviez déjà déposé plainte, et rajoutez un dépôt de plainte, mais demain matin, quoi. J'étais inquiète et j'avais quand même demandé, je me souviens avoir demandé aux gendarmes, on lit toutes les semaines dans les faits divers, il tue son ex et se suicide, qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas arriver à ma fille? Et là, le gendarme m'a répondu, écoutez, il n'a jamais été violent physiquement, un homme ne devient pas violent comme ça du jour au lendemain. Sa mère insiste pour qu'elle ne retourne pas au centre équestre et Hélène va néanmoins retourner au centre équestre en se tenant un raisonnement qui est assez cohérent, qui est de dire il travaille très tôt le matin et par conséquent il ne sera pas au centre équestre le matin et je peux y aller sans aucun problème pour m'occuper de mes chevaux. Moi, je lui ai dit, bon, ben, ma chérie, va au centre équestre. Moi, je passe à mon travail vite fait, dire que je ne serai pas là. Je passe à la gendarmerie déposer plainte, je te retrouve. À tout à l'heure, ma chérie, j'ai jamais revu ma fille vivante. Quelques instants après avoir été contactés, les gendarmes et les secours arrivent au centre équestre. Ils aperçoivent donc le palefrenier qui est au chevet d'Hélène et également le couteau. Mais immédiatement, les gendarmes ne savent pas dans quelles circonstances sont
étaient portés les coups de couteau. Quand je suis arrivée, il y avait déjà les gendarmes, les pompiers, il y avait déjà un grand drap blanc qui cachait ma fille, donc j'ai voulu m'approcher, on m'en a empêché. Et on m'a dit, on va venir ils sont en train de donner des soins à votre fille, on va venir vous expliquer, etc. Et puis après, au bout d'une demi-heure, ou je sais pas, le temps là était un peu suspendu, il y avait une atmosphère quand même particulière. Et ils sont venus me dire, c'est fini. Voilà. Complètement dévastée, Annick doit malgré tout répondre aux questions des gendarmes. Et parmi eux se trouve celui qu'elle a eu au téléphone la veille. C'est ce gendarme qui avait pris nos plaintes, et c'est lui qui m'avait dit non madame, un homme violent ne devient pas violent comme ça, un homme qui n'a jamais été violent ne le devient pas du jour au lendemain. Et je lui dis, vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit? S'il vous plaît, ne dites plus jamais ça à personne, quoi. Bon, il a baissé les yeux, il était très mal évidemment, mais c'était trop tard. Lionel est lui aussi en état de choc. Devant les gendarmes, il revient sur les circonstances du meurtre et notamment sur une phrase qui lui a glacé le sang. Le palefrenier qui arrive au moment où Yannick est en train de porter des coups à Hélène, l'entend dire « Je t'avais dit que je t'aurais ». Voilà. Ce qui est une phrase extrêmement importante, puisque ça démontre cette volonté de tuer. Les médecins légistes ont mis en évidence la violence des coups qui étaient portés, puisque un des coups de couteau qui était porté traverse le sternum. Donc ça caractérise une violence extrême, et puis l'autre coup de couteau est porté à hauteur du cœur. Les gendarmes se renseignent pour savoir si Yannick est à son travail, et il n'y est pas. Et à ce moment-là, les gendarmes iront l'intercepter à son domicile, et il se rend d'ailleurs sans aucune difficulté, sans aucune résistance. Auditionné par les gendarmes, le sapeur-pompier raconte que ce matin, il est parti de chez lui vers 5 heures, dans l'espoir de trouver Hélène, seule, au centre équestre. Avant de stationner son véhicule, il a fait quelques tours, quelques heures avant, pour vérifier si Hélène était là. Et s'apercevant qu'elle n'était pas là, il va cacher son véhicule en l'attendant. Et lorsqu'il l'apercevra, c'est à ce moment-là qu'il décidera de venir à pied. Il va pour parler, la récupérer, mais elle ne peut pas. Et elle ne veut pas. Donc comment on fait? On s'approche, on s'empoigne, elle le rejette, il veut la gripper, il veut forcer la discussion, mais elle ne peut pas avoir lieu. Il a son couteau sur lui, il sort son couteau et dans la seconde qui suit, elle prend un coup de couteau et elle meurt. Pour Yannick, il n'a pas voulu la tuer. Il va se situer sur j'ai mis un coup de couteau, donc j'ai commis des violences, mais j'ai pas voulu tuer. Il contestera toujours les 2 coups de couteau. Il dira toujours qu'il n'a porté qu'un coup de couteau, alors que les médecins légistes démontreront sans aucune difficulté qu'il y a eu effectivement 2 coups de couteau. À la suite de cette audition, Yannick est placé en détention provisoire, en attente de son procès. Le procès, je l'attendais avec une énorme impatience et en même temps une crainte énorme aussi. L'enjeu du procès, c'était de démontrer qu'il y avait assassinat, c'est-à-dire préméditation, avec toute une série d'actes préparatifs pour donner la mort à Hélène. En fait, au procès, il s'est montré tel qu'il était et tant mieux, quoi. Voilà, il n'a pas joué la comédie de l'homme éploré, et pas du tout. Il n'a jamais dit qu'il aimait Hélène, il a juste dit qu'elle lui appartenait. C'était son trophée, les psychiatres ont bien expliqué, c'était son trophée.
Il a montré son vrai visage. En fait, il s'est montré tel qu'il était, un personnage distant, sans aucun regret, sans aucune émotion, un bloc de glace, quoi. On ne le savait pas, évidemment, avant qu'Hélène soit morte, mais en plus, il entretenait une double relation. Il avait une relation avec une autre femme pendant les 2 ans qui ont précédé le meurtre d'Hélène. Donc, il joue l'homme très jaloux, ne supportant pas qu'elle puisse refaire sa vie, alors que lui va voir ailleurs depuis 2 ans et va sur des sites de rencontres, etc. Enfin, c'est un personnage affect, quoi. Il y a quand même quelque chose qu'on peut noter, c'est qu'à un moment donné, le gendarme qui a suivi l'affaire, cette petite histoire de jalousie, parce qu'au départ, c'est une petite histoire de jalousie, est venu au procès pour témoigner. Ce gendarme était assez hermétique et au fil des questions, on a réussi à lui faire dire qu'il a été en fait, entre guillemets, manipulé par Yannick, qui se présentait comme quelqu'un de parfaitement stable, parfaitement à l'écoute des autres, par son statut de pompier volontaire. Si le gendarme de Gueux reconnaît son erreur d'appréciation, Yannick, lui, continue d'affirmer qu'il n'a pas prémédité le meurtre de son ex-compagne. Le lundi 18 novembre, après 3 jours de débat, la cour d'assises tranche enfin sur cette question. Le verdict, j'ai mal réagi parce que l'avocat général avait demandé 30 ans, dont 18 de sûreté. Et moi, j'y croyais à fond, avec la qualification d'assassinat, donc il avait retenu la préméditation. Et on était tous sûrs que ça allait être la peine, de toute façon, que les jurés allaient voter ça. Finalement, ils ont retenu assassinat, heureusement, ils ont retenu la préméditation, mais ils ont voté 25 ans sans peine de sûreté. J'essaye de transformer ma douleur en force et on a créé une association et on se bat pour mettre en place des formations, que les gendarmes soient formés à l'accueil des femmes qui viennent porter plainte. Enfin, si elles viennent, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles ont peur, c'est parce qu'elles sont en danger. Mais c'est difficile, voilà, c'est difficile. Et pourtant, voilà, je sais qu'il n'y a qu'un coupable, c'est l'assassin. Voilà, c'est l'unique et seul coupable, c'est l'assassin. Mais bon, quand même, si on avait pu changer l'histoire. Crime est donc installé ce soir en Champagne-Ardenne et je vous propose de nous rendre à présent à Reims, ville de 180 000 habitants surnommée la Cité des Rois. Madeleine, 86 ans, y mène une vie tranquille. Depuis la mort de son époux, elle sort très peu. Sa fille vient la voir quotidiennement. Elle a aussi une auxiliaire de vie. Et ce 29 novembre est une journée assez ordinaire pour la vieille dame. Elle est sortie dans l'après-midi, elle rentre chez elle vers 17h. Mais sur le palier, au moment où elle ouvre la porte, surgit un homme qui va s'engouffrer dans l'appartement avec elle et l'agresser. Madeleine ne le sait pas encore, mais elle est victime d'un violeur en série. On se situe à quelques mètres de la cathédrale, dans une petite rue très très calme, connue pour être très calme du centre-ville. Et on a donc une vieille dame âgée de 86 ans qui se déplace avec, vous savez, le système d'alarme autour de son cou et qui ouvre la porte de son appartement à un homme qu'elle décrit costaud, de forte corpulence.
La porte entrouverte qui va s'engouffrer, parce qu'il n'y a pas eu d'effraction en réalité. Il va s'engouffrer, il va se jeter sur Madeleine et il va lui asséner des coups et puis commencer en fait à l'agresser. Une agression sexuelle assez difficile. C'est quand même une personne qui était en grande difficulté, une personne très âgée. Et puis ensuite, voilà, il y a une tentative de viol qui n'a pas abouti. Elle parvient à le mettre en fuite parce qu'elle lui dit qu'elle déclenche son système d'alarme et que quelqu'un va venir, ce qui provoque sa fuite. Elle était sidérée, elle était comme peut l'être une femme de 86 ans, dans un état de sidération totale. Depuis le décès de son mari, Madeleine, 86 ans, passe la majeure partie de ses journées seule chez elle. C'est une femme tout ce qu'il y a de plus simple, personne très âgée, qui vit au sein de son domicile, qui a l'aide de sa famille. Elle finit paisiblement de vivre ses dernières années. Et manifestement, elle était dans un mode de vie très très sécurisé. Elle avait même un bip autour du cou, etc. S'il lui arrivait quelque chose, sa fille était là pratiquement quotidiennement. Bon, ce qu'elle aimait, c'était la lecture, c'était regarder la télévision, comme on peut l'imaginer pour des personnes de cet âge-là. Et puis elle aimait beaucoup pratiquer la couture. Madeleine menait ainsi une existence plutôt calme, jusqu'au jour où sa vie bascule dans l'horreur. En état de choc après son agression, Madeleine alerte le commissariat de Reims. Les services de police vont intervenir, vont bien sûr procéder à son audition, mais c'est toujours très délicat de demander à des personnes de cet âge-là, en étant bien sûr victime d'une agression aussi sauvage, de pouvoir donner une description parfaite. Elle va donner une description, bien sûr, qui va quand même donner une orientation pour les enquêteurs. Elle a dit que c'est un homme assez grand, assez fort, de corpulence assez forte, la quarantaine. Les services de police vont procéder à un certain nombre de constatations dans la maison de Madeleine et procéder en l'occurrence à des prélèvements biologiques, puisqu'on est dans des faits de nature sexuelle, d'une agression sexuelle. En parallèle de ces investigations, Madeleine est conduite à l'hôpital de Reims pour y être soignée. Je vous laisse imaginer quand même une femme qui a plus de 80 ans, qui a été fortement bousculée, qui a reçu des coups de la part de son agresseur, des hématomes, une luxation à l'un de ses bras qui a augmenté son handicap, puisqu'elle était déjà fortement diminuée du fait de son grand âge. L'agression de Madeleine est intervenue donc le 29 novembre 2008 vers 17h à son domicile. Et il s'est trouvé que le même jour, mais cette fois vers 19h, une deuxième agression va être commise sur une autre malheureuse victime, âgée quant à elle de 81 ans. Aussitôt prévenus, les enquêteurs se rendent au CHU de Reims pour recueillir le témoignage de leur victime. Une femme appelée Yvonne, qui est née et a grandi dans la Cité des Sacres.
Elle avait travaillé dans une structure médico-sociale. C'est une femme qui vit assez simplement, mais dans la coquetterie. Elle parle de façon, vous savez, soutenue, comme on parlait il y a 50 ans, 60 ans. C'est quelqu'un qui est très cultivé, qui avait un abonnement au théâtre et à l'opéra. C'était aussi quelqu'un qui était psychiquement un petit peu fragile, hein, qui avait un mode de vie quand même, elle était très isolée. Il vivait un petit peu en autarcie avec sa sœur. Avec laquelle elle partage sa vie depuis l'enfance. Et en réalité, ni l'une ni l'autre ne s'est autorisée à vivre une vie maritale, une vie conjugale. Donc elles sont restées toutes les deux en fusion à vivre dans cet appartement pendant des décennies. Depuis son lit d'hôpital, Yvonne revient avec difficulté et pudeur sur son calvaire. Vers 19h, alors qu'elle rentre des courses, elle a l'étrange impression d'être observée. Elle remarque qu'elle se fait suivre depuis un certain temps par quelqu'un, une figure assez massive, qui la suit jusque dans son hall d'immeuble. Elle essaie de le repousser, mais il l'entraîne de force vers le local à poubelle. Et là, avec la même violence, il va lui asséner de multiples coups de poing sur le visage, qui provoque sa chute au sol. Et il n'en reste pas là, puisqu'il va la violer, il va la briser totalement. Et puis, il prend la fuite. Cette dame s'est retrouvée toute seule, avec des blessures très importantes dans le local. C'est la sœur de la victime qui la trouve dans un état abominable. Et elle n'arrive plus à parler. Elle a été extrêmement brutalisée. Sur le plan médical, on a repéré quand même qu'elle avait une fracture des côtes, du bassin. Elle avait le visage qui était horriblement tuméfié. C'est abominable ce qui lui est arrivé. Il n'y a même pas de mots pour dire ça. Alors on l'a qualifié de torture et d'acte de barbarie. J'ai le souvenir de cette équipe du centre hospitalier de Reims qui la reçoit pour l'examen médico-judiciaire et qui déclare dans la procédure qu'ils n'ont jamais vu ça, que c'est quelque chose de totalement inédit. Tout comme Madeleine, Yvonne va mettre en avant la corpulence imposante de son agresseur. Mais au-delà de sa description, ce sont les propos qu'il lui a tenus qui l'ont marqué. Elle se souvenait des paroles qu'il avait tenues pendant les faits, puisqu'il lui avait dit à plusieurs reprises « ta gueule ou je te tue, ta gueule ou je te tue ». Malgré le descriptif sommaire de l'agresseur, les enquêteurs de la police judiciaire parviennent à avoir une piste. Il y a un mode opératoire qui les interpelle et qui les ramène à quelqu'un qu'ils ont dans leur fichier, qui est connu du ressort pour des infractions de nature sexuelle commises sur le même type de victime, avec à chaque fois des menaces de mort. Donc ils savent où chercher. Ils ont en tous les cas quelqu'un en tête. Ce suspect se nomme Nordine, un maçon âgé de 38 ans, originaire de Charleville-Mézières.
Il fait partie d'une fratrie de 8 personnes. Il a vécu dans un climat quand même assez difficile avec un papa alcoolique. Ses parents sont séparés, il était assez jeune. Pour lui, ça a été quand même très compliqué. Il s'est retrouvé une partie du temps à la rue quand il était plus jeune. On ne lui connaît pas beaucoup d'amis non plus. Pas beaucoup d'amis, c'est quelqu'un qui vit plutôt seul. Et on peut aussi le comprendre par rapport aux difficultés qui sont les siennes. Et puis il a fait donc plusieurs allers-retours en prison, ça fait partie de son parcours. Le 11 mars 2002, il est effectivement condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme pour avoir agressé 3 personnes qui sont d'un âge très avancé. Mais une fois sorti de prison, Nordine se retrouve à nouveau dans le collimateur de la justice. Un jour d'automne, une femme de 84 ans, appelée Elisabeth, est dans son appartement de Charleville-Mézières lorsqu'elle entend sonner. Elle a pensé que c'était le remplaçant du facteur qu'elle a aperçu donc, de l'intérieur. Et elle a entrouvert la porte. Un individu en a profité donc, pour s'introduire dans le domicile. Et ça a été extrêmement rapide, extrêmement violent, puisqu'il lui a mis des gifles, des coups de poing, et il l'a entraîné immédiatement dans la chambre qui était dans le couloir à proximité, où il l'a déshabillé pour commettre les faits, donc sur le lit médicalisé du mari qui était handicapé. Et malgré son très lourd handicap, il a réussi à prendre son déambulateur pour essayer d'aller voir ce qui se passait dans la chambre. Et il a trouvé sa femme nue sur le lit médicalisé avec la personne à côté qui lui a dit « Non, je suis médecin, ne vous inquiétez pas, je suis en train d'ausculter ». Bon, il a bien compris qu'il se passait quelque chose d'anormal et sa femme criait « Appelle la police, appelle la police ». L'agresseur prend la fuite et quelques minutes plus tard, la police arrive sur place. Elle était profondément choquée, mais elle a quand même très rapidement réussi à expliquer à la police ce qu'elle avait subi. Il y a eu déjà des violences pour la contraindre à faire ce qu'il souhaitait, et il y a eu des agressions sexuelles avec des attouchements sur les parties intimes, une tentative de pénétration et également une fellation forcée. Fort de son témoignage, les enquêteurs soupçonnent Nordine, un trentenaire qui vient de sortir de prison. Qu'il avait eu des antécédents d'agression sexuelle sur des personnes âgées pour lesquelles il avait été condamné à Charleville-Mézières quelques années auparavant. Et il y avait également une autre agression commise dans le même laps de temps sur une personne qui, de mémoire, habitait dans son immeuble. Cette autre victime, qu'on appellera Georgette, livre aussi un témoignage glaçant. Georgette va assez rapidement d'ailleurs déposer plainte, mais avec beaucoup de difficultés parce que c'est pour elle quelque chose d'extrêmement violent. Et puis il y a aussi une gêne, une grande pudeur qui s'empare d'elle, et puis aussi une forme de culpabilité. C'est comment a-t-on pu à ce point être naïf pour ouvrir la porte à cet homme-là? Le suspect est alors interpellé, puis mis en examen pour ces 2 viols. Au mois de mars 2008, son procès s'ouvre devant la cour d'assises de Reims. C'est quand même un dossier qui est exceptionnel, au moins à 2 égards. C'est que déjà, il s'en prend à des personnes âgées, ce qui n'est pas très courant. Et puis, il y a cet argument de défense de dire « je ne peux pas commettre de viol, j'ai un micro-pénis ». Face à cet argument,
la justice se devait de procéder à des vérifications et le juge d'instruction a désigné un expert, un médecin, pour procéder à un examen de l'anatomie de l'auteur des faits. L'expert confirme le problème anatomique de Nordine. Et l'homme de 38 ans est finalement acquitté pour les viols d'Elisabeth et de Georgette. À mon sens, au bénéfice du doute, puisque effectivement, il manquait des indices dans ce dossier, il y avait des éléments de preuve qui étaient insuffisants. Alors que nous, à la barre, on avait expliqué sa dangerosité par rapport effectivement à des personnes vulnérables, etc. Et je me souviens très bien avoir conclu qu'on ne pouvait pas du tout exclure chez lui une forme de récidive, dans la mesure où il n'avait aucune culpabilité par rapport à ça. Évidemment, l'acquittement a eu un petit retentissement puisque le journal local avait titré en première page « Acquitté grâce à son micro-pénis ». Donc ça faisait un peu sourire tout le monde. C'était un dossier quand même assez extraordinaire. C'est un peu le paradoxe finalement entre ce titre fracassant qui prêtait à sourire et puis la réalité du dossier. Les familles ont été extrêmement choquées de cette décision. C'est la mise en place d'une erreur judiciaire qui, cette fois, est au préjudice des parties civiles. Une erreur judiciaire que le parquet entend immédiatement réparer en interjetant appel de la décision. Après avoir été acquitté en première instance pour 2 viols, Nordine est le suspect numéro 1 pour une autre série d'agressions, celle d'Yvonne et de Madeleine. Les enquêteurs, en charge de l'affaire, présentent alors aux 2 victimes plusieurs photos, parmi lesquelles figure Nordine. Mais ce sont des femmes qui se sont protégées en évitant de le regarder, de revoir son visage pendant les faits. Et donc, la reconnaissance parfaite, elle est compliquée à ce moment-là. Aucune de ces 2 femmes n'identifie Nordine comme étant leur agresseur. Pour autant, les enquêteurs ne balayent pas cette piste et décide de vérifier le bornage téléphonique du suspect à l'heure des crimes. Il déclenche la cellule de la rue Brûlée, qui est la zone dans laquelle les faits ont été commis. Lorsqu'il est placé en garde à vue, il va adopter un mutisme total. Il va à peine décliner son identité. Il va rester en fait silencieux. Dans l'espoir de le faire réagir, les policiers lui présentent des photos du corps tuméfié d'Yvonne. Il va dire « Non mais c'est pas possible, non mais attendez, c'est monstrueux. Non mais c'est abominable, il n'y a qu'un monstre qui peut faire ça. » En parallèle de sa garde à vue, les enquêteurs procèdent à une perquisition de son domicile. Au cours de cette fouille, ils récupèrent des vêtements ainsi que des chaussures. Ce qui a considérablement dynamisé et activé l'enquête, c'est qu'on a retrouvé de l'ADN d'Yvonne sur les vêtements de Nordine et inversement de l'ADN de Nordine sur l'écharpe et les vêtements de la victime. Mais il ne va pas, à proprement parler, reconnaître les faits. Il va louvoyer en réalité.
s'en souvient pas. Mais il est très agressif, très provocateur vis-à-vis de la justice. C'est une attitude qu'il va conserver pendant toute la procédure. Il a été vu par des psychologues pour un entretien. Et au début, il ne voulait pas du tout parler. Ça a été très très compliqué de le faire parler. Et à la fin, quand il a commencé à se libérer un petit peu, il est toujours revenu sur son vécu à lui, plus que sur les faits. On peut aussi observer, constater une sorte de crescendo, un petit peu dans le mode opératoire. En fait, c'est devenu de plus en plus violent, physiquement. Hein. Il les insultait. Avant de les agresser et de les violer, il les insultait. Et je pense qu'il y avait une intentionnalité, il y avait une préméditation, c'est-à-dire qu'il partait à la chasse. Alors, si je dis ça, c'est parce que, manifestement, ça devenait, chez lui, quelque chose d'indispensable, une espèce d'addiction, si vous voulez. Les experts tentent également de comprendre pourquoi le suspect s'attaque spécifiquement à des femmes très âgées. Une personne âgée, par définition, elle est plutôt isolée, elle est plutôt vulnérable, elle a beaucoup moins de repères, si vous voulez, et il n'y a aucune ambiguïté par rapport à une relation de plaisir ou de sexualité partagée. Donc à ce moment-là, si vous voulez, l'auteur va mettre en place un besoin de toute puissance ou de domination de l'autre. Alors que l'enquête est toujours en cours, pour les agressions de Madeleine et Yvonne, démarre le procès en appel de Nordine pour les agressions d'Elisabeth et de Georgette. Des agressions pour lesquelles il a été acquitté 1 an plus tôt. La cour d'assises de l'Aube va mettre l'église au centre du village, c'est-à-dire qu'elle va prononcer une condamnation à hauteur de 20 ans de réclusion criminelle, en raison bien sûr des éléments qui figuraient dans le dossier, et malgré sa contestation, parce qu'il a maintenu ses contestations, et aussi parce qu'il était rattrapé par les nouveaux faits qu'il venait de commettre. Nordine retourne dans le box des accusés pour les affaires d'Yvonne et Madeleine. Très diminuées, les 2 victimes n'ont pas pu se déplacer jusqu'à la cour d'assises de la Marne. On était dans l'attente d'explications parce que les victimes, elles en ont fondamentalement besoin. Mais on ne les a pas eues, ces explications. Si ce n'est, j'étais alcoolisée. Là, une attitude fuyante, personne qui ne répond pas aux questions, qui est dans l'incantation, qui est dans le reproche systématique, qui, même à la limite de la victimisation, quoi. Alors, il a rendu responsable forcément sa mère, les juges, les experts, les avocats aussi qu'il avait pris en grippe au point de refuser de répondre aux questions des avocats. Il a finalement jamais trop parlé des victimes. Ça a toujours quelque chose qui est passé dans un deuxième temps, après lui quelque part, pendant l'audience. Un manque de considération qui choque profondément l'avocat général et les parties civiles. Je me souviens de cette scène où je lui dis « Non mais, qui d'autre que vous est responsable? Attendez là, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre là? C'est le juge d'instruction qui est responsable de ça ?» Et il y avait eu un grand moment de silence derrière ça. Après 5 jours d'audience, Nordine est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 18 ans de sûreté. Yvonne, elle était soulagée, mais c'est aussi dit que si la justice l'avait enfermée quelques années plus tôt pour les crimes qu'il avait commis, elle n'aurait pas été la dernière victime de Nordine. Depuis les procès d'assises,
Ces 4 victimes sont décédées. Jusqu'à son dernier souffle, Madeleine a gardé des séquelles physiques et psychologiques de son agression. Je ne vais pas dire que sa vie s'était arrêtée, mais ayant été fortement diminuée, elle avait une vie certainement moins agréable, puisqu'encore une fois, elle adorait faire du tricot, ce qui ne lui a plus été possible en raison du traumatisme, notamment physique, que lui avait occasionné Nordine. Yvonne, quant à elle, était parvenue à accepter son traumatisme avec une immense dignité. C'est quelqu'un qui m'avait bouleversée à l'époque par sa résilience, sa capacité de résistance. Et je pense que cette pudeur, cette humilité qu'elle a conservée toutes ces années l'a préservée de tout cela. Et après cette affaire, j'en profite pour vous rappeler que l'on se retrouve également tous les jours en direct à 13h35 sur Énergie 12 pour la quotidienne de crimes et faits divers. Et chaque jour, c'est en direct que viennent témoigner des victimes. C'est très souvent bouleversant et toujours passionnant. Tous les jours, 13h35 sur Énergie 12, crimes et faits divers, la quotidienne. Et puisque vous aimez les faits divers et les enquêtes, restez avec nous car Crime Hebdo continue dans un instant. Le temps de faire une courte pause et la soirée se poursuit avec un nouveau numéro de Crime. À tout de suite.